C'est un jour de l'histoire américaine qui restera dans les annales. Le 6 janvier 2021, juste quelques minutes avant que les envahisseurs, attaquants, occupants ou peu importe comment vous les appelez, ne parviennent à submerger la police du Capitole. Vers 14h, le chef de la police du Capitole et le maire de Washington DC ont demandé des renforts de la garde nationale. Mais il a fallu plus d'une heure pour obtenir l'approbation formelle de leur déploiement, et encore près de 3 heures pour que les premiers renforts arrivent. Les choses n'auraient pas dû se passer de cette façon. Et c'est parce que Washington n'est pas un État des États-Unis. En temps normal, la garde nationale dans les autres États est sous le commandement des gouverneurs de ces États. Mais ici, elle est sous l'autorité du président. Et en conséquence, la garde nationale du district de Columbia est restée en attente jusqu'à ce qu'elle reçoive l'approbation du département de la Défense pour déployer ses troupes. Évidemment, ce retard a été coûteux. Dès le lendemain, la maire de Washington, Muriel Bowser, a affirmé que Washington devait devenir un État. Si Washington avait été un État, le déploiement de la garde nationale aurait été plus rapide, car il n'aurait pas nécessité l'approbation du département de la Défense. Pourtant, ce n'est même pas la principale raison pour laquelle la plupart des résidents de DC souhaitent qu'il devienne un État. Pendant la pandémie, chaque État a reçu 1,25 milliard de dollars, tandis que DC n'en a reçu que 500 millions. La ville a donc perdu 750 millions de dollars simplement parce qu'elle n'était pas un État. Mais il existe encore une toute autre raison. Si vous avez eu la chance de visiter Washington, vous avez probablement vu l'inscription Taxation without representation, ou quelque chose de similaire. Sur les t-shirts, sur les panneaux publicitaires et même sur les plaques d'immatriculation, vous pouvez lire cet étrange slogan. En effet, la plaque d'immatriculation standard de Washington DC arbore depuis longtemps le slogan. Même les limousines présidentielles de Barack Obama et Bill Clinton en étaient ornées. Et c'est très exactement ce que les résidents de l'un des districts les plus taxés souhaitent, une représentation au Congrès et le droit à l'autonomie gouvernementale. Historiquement, Washington DC a été conçu comme le siège du gouvernement fédéral, loin de l'influence des États. C'est ainsi que le Congrès a choisi des parties du Maryland et de la Virginie pour créer une capitale indépendante, sans influence étatique. Le Congrès avait la juridiction exclusive et les résidents ne pouvaient ni voter ni pour un président, ni pour un sénateur, ni pour un représentant de la Chambre des représentants. Cependant, les résidents ont contesté cette situation. Malgré les manifestations et les projets de loi proposés, aucun d'eux n'a été adopté. Finalement, des centaines d'années plus tard, les habitants de DC ont obtenu le droit de voter pour le président grâce au 23e amendement. En 1964, les résidents ont pu voter pour la toute première fois. Toutefois, le district n'a jamais été représenté au Congrès, excepté par un délégué non votant à la Chambre des représentants. C'est à cette époque que les habitants de DC ont commencé à militer pour la création d'un État, ce qui est, selon certains, un droit constitutionnel en vertu de l'article 4 de la Constitution. Mais pour devenir un État, un territoire doit remplir plusieurs conditions. Pour qu'un territoire devienne un État, il doit d'abord ne pas être une partie d'un autre État. Si c'est le cas, le territoire cédant doit donner son consentement. DC satisfait à ce critère, car il ne fait partie d'aucun autre État. La deuxième condition est que les citoyens de ce territoire doivent demander officiellement la création d'un État. Et Washington remplit également ce critère. En 2016, un référendum a montré que 86% des résidents étaient en faveur de la création d'un État. De plus, DC a une population plus grande que celle de 2 États, le Vermont et le Wyoming, sans oublier que ses habitants payent plus de taxes fédérales par personne que dans tout autre État dans le pays. Donc, puisque tous les critères sont satisfaits, quelles sont les étapes suivantes ? Le processus habituel pour devenir un État consiste à rédiger une constitution, puis à obtenir l'approbation des résidents, du Congrès et du président, dans cet ordre. Washington passe généralement les premières étapes de rédaction et de ratification de la Constitution, mais se heurte souvent au Congrès. Étant un district historiquement démocrate, les démocrates au Congrès soutiennent la création de l'État, car cela leur donnerait 2 sénateurs supplémentaires. Cet avantage est considérable. Par conséquent, il est peu probable qu'un sénateur républicain soutienne la création de cet État, comme nous l'avons vu. Le véritable obstacle à la création d'un 51e État est donc plus politique qu'autre chose. De plus, si Washington devenait un État, cela impliquerait que le siège du gouvernement fédéral se trouverait dans un État, ce qui contredirait la raison pour laquelle DC a été créé en tant que district. C'est exact et ça peut sembler un peu déroutant, mais le gouvernement de DC y a déjà réfléchi et a élaboré un plan. Regardez cette carte. La partie centrale où se trouve la Maison Blanche, la Cour suprême et d'autres bureaux fédéraux sera appelée le Capitole et restera sous la juridiction exclusive du Congrès.
Le reste deviendra l'État de Washington DC. Mais DC ne signifiera plus District of Columbia. À la place, il rendra hommage à Frederick Douglass, ancien président de DC, réformateur social et écrivain afro-américain. DC signifiera alors Douglas Commonwealth. Mais DC n'est pas le seul à envisager les avantages que l'accession au statut d'État pourrait apporter. À 2500 km au sud de DC, un autre territoire aspire également à obtenir le statut d'État, Porto Rico. En 1898, après la guerre hispano-américaine, les États-Unis ont acquis la colonie de Porto Rico, un groupe d'îles autrefois sous domination espagnole. Bien que Porto Rico ait obtenu une certaine autonomie quelques années plus tard, les États-Unis ont commencé à traiter l'île davantage comme leur propre territoire grâce au décret John Shafroth. Cette loi a rendu les habitants de Porto Rico citoyens américains et leur a permis d'élire un représentant sans droit de vote au Congrès, appelé commissaire résident. Cependant, les portoricains ne pouvaient toujours pas voter pour le président ni avoir de représentants avec un droit de vote. Plus tard, l'île a adopté une constitution, devenant un État libre associé aux États-Unis. Ce statut a été confirmé par des référendums en 1967 et en 1998, où une majorité de portoricains ont choisi de rester un Commonwealth. Mais au début des années 2000, les demandes pour devenir un État ont commencé à se renforcer. En 2012, un référendum a eu lieu avec une participation record de 78%. Pour la première fois, les portoricains ont choisi de devenir un État de l'Union avec une majorité de 61%. Après le référendum, le président Barack Obama a reçu 3 lettres, l'une du gouverneur de Porto Rico, une autre du représentant de la Chambre et une troisième du gouverneur élu. Le gouverneur et le représentant ont demandé au président de commencer le processus pour admettre Porto Rico comme 51e État. Cependant, le gouverneur élu a exprimé des doutes sur la clarté des résultats. Un an plus tard, le représentant a proposé un projet de loi pour admettre Porto Rico comme État, mais il n'a pas été adopté. Il y a eu 2 autres référendums en 2017 et en 2020. Le référendum de 2017 a montré 97% de votes en faveur de l'État, mais avec une participation de seulement 23%. Il est évident que ce résultat a été exagéré et qu'il était également boycotté. Le référendum de 2020 est beaucoup plus fiable, avec une participation de 54% et 52% des voix pour l'État. Cependant, l'accession de Porto Rico au statut d'État est encore loin d'être acquise. Les portoricains ne montrent pas d'enthousiasme clair pour ce statut. Bien que les 3 derniers référendums aient montré une majorité en faveur de l'État, la très faible participation rend incertaine l'adhésion des portoricains. De plus, les intérêts politiques seront affectés si Porto Rico devient un État. Avec une population de plus de 3 millions d'habitants, Porto Rico aurait 2 sénateurs et jusqu'à 5 représentants à la Chambre des représentants, au détriment de grands États comme New York et la Californie qui ont déjà plus de sièges que la moyenne. Si Porto Rico parvient à devenir un État malgré ces obstacles, les avantages seraient énormes. L'île a souffert de catastrophes naturelles et d'une économie en crise. Contrairement à DC, qui compte parmi les résidents les plus riches du pays, Porto Rico a un besoin urgent d'être fédéral. Actuellement, Porto Rico ne peut pas voter aux élections présidentielles et devenir État garantirait une participation politique. Cependant, Washington et Porto Rico ne sont pas les seuls candidats. D'autres territoires, comme Guam et les îles Mariannes du Nord, sont loin derrière. Il semble que Washington ait de meilleures chances de devenir le 51e État, car ses résidents ont clairement exprimé leur désir de l'être. Le chemin est encore long et difficile, et aucun nouvel État n'a été ajouté depuis 1959. Pour ma part, je serais vraiment curieux de voir à quoi ressemblerait le drapeau américain avec 51 étoiles. Mais malgré tout, le chemin pour devenir le 51e État se poursuit.